Et si je vous disais que chaque conversation, chaque accord et même chaque conflit pouvait mener à une situation où les deux parties sortent gagnantes? Imaginez quitter la table, non seulement avec ce que vous voulez, mais avec encore mieux, des relations plus solides, plus de valeur et un chemin plus clair pour l'avenir. Que ce soit pour conclure une affaire importante ou négocier votre salaire, le secret ne réside pas dans une négociation dure, mais dans une collaboration intelligente. Es-tu prêt à apprendre comment les meilleurs négociateurs s'y prennent? Aujourd'hui, nous allons débloquer ensemble l'art de la négociation. Bienvenue dans Ça va aller, où nous explorons en profondeur les outils et les stratégies et les changements de mentalité nécessaires pour prospérer en tant que leader. Je suis ton hôte, Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une des compétences les plus importantes, tant dans les affaires que dans la vie. C'est la négociation. Que tu diriges une équipe ou que tu sois en train de conclure une vente, que tu gères des relations au quotidien, maîtriser l'art de la négociation est essentiel à ta réussite. La négociation ne consiste pas seulement à obtenir ce que tu veux, il s'agit de créer une solution où les deux parties repartent en se sentant valorisées. Il s'agit de bâtir la confiance, de trouver un terrain d'entente et de favoriser la collaboration. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Comment aborder la négociation avec un état d'esprit axé sur le succès mutuel. Oui, le succès mutuel. C'est pas toi contre eux ou contre lui ou contre elle. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer exclusivement sur la négociation collaborative plutôt que sur la négociation distributive ou encore, comme on l'appelle, compétitive. Toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques minutes pour expliquer un petit peu ce qu'est la négociation compétitive. Et en fait, comme le nom l'indique, on parle plus de friction en général dans ce genre de négociation. Donc, ce type de négociation suit un modèle gagnant-perdant. Donc, il y a un gagnant qui va tout rafler. Et donc, souvent, il y a quelqu'un qui part avec une plus grande portion, entre guillemets, du gâteau. Et l'autre partie doit faire des concessions. Donc, quand on pense à des exemples classiques, on peut penser à la négociation du prix d'une voiture. En général, l'acheteur souhaite payer le prix le plus bas, tandis que le vendeur vise le prix le plus haut, forcément. Le vendeur est payé à la com, donc pour lui, c'est important. Et souvent, la valeur en jeu est limitée, en fait. C'est uniquement le prix. Et donc, les deux parties rivalisent pour obtenir autant que possible de valeur de leur côté. Donc, dans ce scénario, on est vraiment sur le terme gagnant-perdant. C'est vraiment approprié, car le gain d'une partie est la perte de l'autre. Donc, en général, il n'y a pas de relation continue entre les négociateurs et l'accent est mis uniquement sur la transaction. Donc, des exemples incluent typiquement, bêtement, la vente d'un tapis entre deux inconnus ou encore des négociations salariales entre des employeurs et des employés syndiqués. Les relations ne sont pas prioritaires dans ce type de négociation. Aujourd'hui, nous allons exclusivement nous concentrer sur la négociation collaborative parce que c'est cette négociation-là qui va permettre de créer beaucoup plus de valeur. C'est cette négociation-là, en général, qui s'inscrit plus sur la durée. Et quand on veut progresser dans le business et même dans la vie, il faut voir les choses plus sur la durée que juste à court terme. Alors, let's go. Aujourd'hui, on parle négociation.
pense qu'avec déjà tout ce que j'ai dit, tu as déjà compris un petit peu pourquoi les compétences en négociation sont aussi importantes. Mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Mais clairement, la négociation, c'est une compétence clé en leadership. Pense-y, chaque jour, en tant que leader, tu négocies à un certain niveau. Il peut s'agir de négocier des délais avec ton équipe, des discussions salariales avec les ressources humaines ou des contrats clients dans la vente. Un bon négociateur, c'est souvent une personne qui va être capable de lire entre les lignes. C'est une personne qui sait capter ce qui est dit, mais encore plus ce qui n'est pas dit. Donc ils comprennent très bien, les bons négociateurs, quels sont les besoins et les motivations de l'autre partie. Et c'est ça qui va leur permettre de guider la conversation vers une solution gagnant-gagnante. Il y a vraiment un point qui est essentiel, et ça j'insiste bien dessus, c'est que comme les commerciaux, comme les vendeurs, il y a une compétence, et plus on prend de l'âge, plus on réalise, et je suis assez bavarde, mais on se rend compte que la compétence que les anglophones appellent active listening, donc c'est vraiment le fait d'écouter, de savoir se taire. Parce que si on parle tout le temps, on n'est pas capable d'observer, d'entendre et de voir même le non-verbal. Et ça, c'est extrêmement important pour un négociateur. J'ai une anecdote d'ailleurs qui me vient à l'esprit. Donc, comme j'ai déjà dit dans un de mes épisodes, j'ai travaillé dans la tech pendant quasiment 20 ans, et donc dans la vente. Donc, il y avait beaucoup de négociations, de tout type de contrats, toute taille de contrat. J'ai vendu des licences, donc des logiciels, j'ai vendu des services et tout type de licences d'ailleurs. Mais à une certaine époque, je travaillais pour un gros éditeur dont la couleur préférée est le rouge, n'est-ce pas? Et j'avais un super contrat je travaillais sur un super contrat d'un million de dollars avec avec un, avec une entreprise tech, une des plus belles boîtes françaises dans la tech, qui opère dans le consulting. Et donc, on était sur un très, très gros contrat d'un million d'euros, de dollars, pardon. Et, euh, et en fait, moi, je voulais surtout pas, évidemment, baisser mon prix, parce que j'avais déjà calculé mes coms, hein, on va pas se mentir. Et donc, j'étais partie sur j'allais avoir un très, très beau salaire. Et, euh, et en fait, au début, j'avais l'impression que les négociations étaient un peu bloquées. J'avais l'impression on était vraiment dans une impasse totale. D'après ce qu'il laissait entendre, donc j'avais plusieurs interlocuteurs évidemment. Nos prix étaient trop élevés, leur budget, moi, il m'avait l'air un peu trop bas pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais sachant que on avait quand même une relation historiquement, et certainement pas une relation que je pouvais me permettre de gâcher, et pour moi, et pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et puis finalement, en faisant preuve de bonne volonté et surtout en faisant preuve d'écoute, j'ai réalisé en fait que leur problème, c'est pas tant que ça le prix finalement. C'était le risque qu'ils associaient à la signature du contrat. Et, et en fait, une fois que j'ai réalisé que fallait tout simplement reformuler cette conversation et penser à ce qu'on appelle donc minimiser le risque perçu de leur côté. Et que c'était pas forcément le prix, mais c'était leur crainte en fait, c'était que comme c'est une grosse société de services, ils bossent avec des clients qui ont des contrats énormes, donc ils bossent avec des entreprises du 440 qui vont bosser qui vont faire l'acquisition de licences de ce fameux éditeur et qui ensuite, donc on part sur des projets en licence, en logiciel qui sont à plusieurs millions d'euros. Et donc quand ils signent ces gros contrats-là, forcément après, ils ont besoin de former leurs équipes parce qu'en fait, leurs clients achètent des licences et leurs équipes, eux, donc côté consulting, cette belle boîte française, ils sont censés
travailler avec les clients finaux, qui sont les boîtes du CAC 40, qui vont avoir besoin donc ben, d'être aidés sur ces projets-là. Et leur crainte, en fait, c'était que en termes de formation côté éditeur, donc moi, la line de business pour laquelle je travaillais à l'époque, on ne soit pas en mesure d'assurer les formations dans les temps, et du coup qu'en fait, ils se retrouvent avec... que ce soit très compliqué à eux de faire en sorte que les équipes projets soient formées en temps et en heure. Donc, il y avait quand même pas mal de réticence à s'engager sur 1 million de dollars, ce qui peut se comprendre. Donc, finalement, moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur la confiance et sur leur montrer en fait que le risque était quasiment nul. Il n'y a jamais un risque zéro, mais il était quasiment nul. Et ça, c'était organiser des meetings en interne, leur expliquer comment on fonctionnait côté delivery, des formations, les invités qui voient un petit peu sur nos sites les salles de formation, comment étaient bookées, comment on travaillait avec les formateurs, etc. Et en fait, qui se sentent rassurés euh, par rapport à notre capacité à délivrer euh, les formations souhaitées dans les temps euh, qui étaient nécessaires pour eux. Donc, et ça nous a permis de trouver une solution créative qui a fonctionné pour tout le monde. Et j'ai pu signer ce magnifique contrat que j'oublierai jamais d'ailleurs, 1 million de dollars. Rien que le dire, ça donne le sourire. Alors, une fois qu'on a dit ça, parlons un petit peu des trois piliers, je dirais, d'une négociation efficace. Donc, si on décompose la négociation, on voit un petit peu trois éléments, trois dimensions qui sont extrêmement importantes. La préparation, la communication et la flexibilité. Donc, ne jamais... faut préparer sa négociation. Donc, c'est la phase un petit peu la plus importante. Ça veut dire que avant d'entrer dans la pièce, il faut effectuer des recherches, connaître les faits. Donc, il faut que tu fasses de la recherche, que tu te renseignes sur ton ou tes interlocuteurs, euh, leurs objectifs commerciaux, quels sont les points sensibles. Et il faut que tu sois extrêmement clair sur tes propres objectifs et tes limites. Et c'est quoi un résultat idéal pour toi? Donc, il faut être clair sur, je dirais, la marge de négo, il faut que tu sois clair sur ton prix, etc. Mais bon, dans un prochain épisode, on rentrera encore plus en détail sur certains aspects, je dirais, beaucoup plus concrets de la négociation. Il faut que tu vois quel est ton point de rupture. Donc, à partir de quel prix tu dis non, c'est bon, il n'y aura pas de deal. Il faut que tu connaisses clairement tes limites. Et si tu connais pas tes limites, tu vas clairement être désavantagé dès le départ. Donc là, je parle de n'importe quel type de négociation, que tu sois sur une négociation B2C ou B2B. Et je dirais même dans la vraie vie, si tu es en train d'essayer de négocier, d'acheter une maison, c'est la même chose. Il faut que tu sois clair sur, sur tes limites. Euh, Deuxième point, la communication. Une communication claire, respectueuse et ouverte est la base de toute négociation. Lorsque tu communiques, rappelle-toi que le langage corporel, le ton et l'écoute active sont tout aussi importants que les mots que tu peux prononcer. Donc, évite de transformer la négociation en une bataille. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Après, il y a un aspect culturel aussi, des fois, qui peut jouer. Mais à la place, je t'invite à poser des questions qui vont inciter ton interlocuteur à exprimer ses priorités et ses préoccupations. Et ça va permettre de faire avancer les choses. Il faut faire preuve de flexibilité. La négociation est rarement linéaire. Et être rigide peut vraiment fermer les opportunités. Donc, faire preuve de flexibilité, ça signifie être ouvert,
à des solutions créatives et penser à reformuler certains problèmes. Et ça peut vraiment permettre, je dirais, d'élargir la part du gâteau. Comme je te montrais dans l'exemple, dans mon cas où à la base j'étais sur ce contrat d'1 million d'euros dollars que je voulais signer, ils voulaient pas accepter mon prix, moi je voulais pas baisser mon prix, et on avait l'impression qu'on était un peu bloqué. Et finalement, en posant davantage de questions, en faisant preuve d'une écoute, j'ai fini par comprendre que le prix, c'était pas vraiment le problème en fait, que c'était le risque perçu. Et à ce moment-là, une fois que j'avais compris ça, ben, on a pu trouver des alternatives, on a pu créer davantage de valeur pour eux et leur offrir un service de qualité. Et je suis sûre qu'au moment où je te parle, j'en suis convaincue, ils sont toujours clients, travaillent toujours avec cette boîte que moi j'ai quittée depuis une bonne dizaine d'années. Donc, il est important de penser à des techniques efficaces pour élargir le gâteau. Ça, c'est, tu vas trouver des domaines de valeur qui n'étaient pas auparavant sur la table. Donc, si le prix, comme je te disais, est un point de blocage, tu peux trouver de la valeur sous forme de services prolongés, de conditions de paiement ou de soutien supplémentaire. Et là, en fait, récemment, donc là, maintenant que je suis passée coach et que je suis à mon compte, j'ai un client avec lequel je travaille depuis 3 4 mois. Et en fait, au départ, on était assez bloqués sur le fait, pareil, qu'il voulait toujours le prix. Il voulait pas céder sur le prix. Il trouvait que j'étais trop cher. Mais on a poussé un peu la conversation. Et puis, il s'est rendu compte que j'étais ouverte à négocier sur d'autres aspects, comme le fait que je me rende dans ses bureaux chaque semaine. Et puis, j'ai proposé de faire des appels de 30 minutes, une à deux fois par mois, pour les aider sans frais sur d'autres questions, puisqu'il s'agit d'une start-up qui est dans la tech. Et vu mon expérience, bah, je suis en mesure d'ajouter un petit peu de valeur au service que je fournis. Et forcément, ça a un impact sur la relation à long terme que nous construisons. Donc finalement, il a obtenu un accord bien meilleur en se concentrant sur ce qui comptait le plus pour lui, c'est-à-dire une réelle valeur qui va avoir un impact sur lui en tant que personne, en tant que leader, puisqu'il s'agit d'un CEO, mais aussi sur son entreprise. Donc finalement, ben, on a débouché sur un état d'esprit gagnant-gagnant. Donc le point essentiel dont je veux te parler maintenant, c'est qu'en fait, une négociation réussie ne consiste pas à gagner au détriment de l'autre partie. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut changer, que beaucoup de personnes ont encore, parce que peut-être qu'ils approchent les négociations avec un certain stress ou une certaine appréhension. Et en fait, c'est l'état d'esprit gagnant-gagnant qui est crucial et qui va donc permettre de trouver des solutions qui vont répondre aux besoins fondamentaux des deux parties. Et c'est seulement cette approche-là qui va permettre de créer des relations à long terme, de renforcer la confiance. Et soyons honnêtes, ça, c'est bien plus précieux que toute victoire à court terme. Donc, si tu veux, dans la vente, par exemple, lorsque tu te concentres sur la valeur que tu apportes au client plutôt que sur la simple conclusion d'un accord, tu vas souvent obtenir un business récurrent et des recommandations. Et finalement, à moyen et long terme, ça va se caractériser par plus de business pour toi. Et ça, c'est la même chose quand on pense au leadership. Quand tu es en train d'essayer de négocier des responsabilités avec ton équipe ou en collaboration même avec la direction, ton objectif doit être de trouver des solutions qui seront mutuellement bénéfiques. Et encore une fois, j'ai des flashbacks. Quand j'étais bien plus jeune, euh, je me souviens, je voulais être manager et c'était compliqué. Et j'essayais de discuter avec un directeur à l'époque qui était basé en France. Je dirais pas son nom, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup en plus.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même. Je partais vite dans le conflit. Et, euh, et en fait, j'avais fait un remplacement. J'avais remplacé quelqu'un qui était manager, qui était en congé maternité. Et bon, il y a certaines choses qui s'étaient passées qui m'avaient extrêmement frustrée. Et ma réaction à l'époque, il voulait que je me souviens, il voulait que je remplace la personne un peu plus longtemps. Mais moi, j'avais tellement été frustrée par plusieurs choses que, bah, comme il n'avait pas de poste à l'époque, je pense, ma réaction avait été un petit peu rigide. Et donc, en fait, j'étais passée à côté d'une opportunité, peut-être, parce que j'étais en mode, bah, il fallait que je gagne quelque chose et j'avais pas forcément privilégié la relation. Donc, conseil à toi si tu m'écoutes et si tu es dans une situation similaire, réfléchis à deux fois. N'oublie pas que c'est une négociation, c'est quelque chose de collaboratif. Alors, j'ai quelques conseils à te donner pour ta prochaine négociation. Et réalise que tu es amené à négocier beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Réfléchis à quelle est ta définition de ce qu'est une négociation. Finalement, tu négocies peut-être tous les jours avec ton ou ta partenaire, avec ton ou tes enfants, au boulot, avec tes amis, enfin tout le temps. On est souvent en négociation, on s'en rend même pas compte. Donc, maintenant qu'on a posé les bases, je vais partager avec toi des stratégies très concrètes, très simples, que tu peux appliquer lors de ta prochaine négociation. Première chose, c'est ancrer la conversation. Fixe le ton dès le début en lançant. Alors, si tu es sur une offre, hein, donc je te parle d'une négociation où il y a un achat, si tu lances la première offre, eh ben, il faut que tu saches que les recherches montrent que la personne qui propose la première offre influence souvent l'ensemble du processus de négociation. Ça veut dire que ton offre initiale n'a pas besoin d'être définitive, mais elle sert simplement de cadre, de référence. C'est un petit peu un point d'ancrage. Donc, sois conscient ou consciente de ça. Et n'oublie pas que de temps en temps, le silence peut être un outil extrêmement puissant. Les gens sont souvent mal à l'aise avec le silence et souvent ils vont essayer de le combler, de parler et du coup bah, ils vont te donner des informations et ça peut jouer en ta faveur. Donc après avoir exposé un point ou même posé une question, laisse le silence, je dirais laisse le silence persister. Ça peut emmener l'autre personne à révéler des informations cruciales. Et j'insiste, c'est super important. Et encore une fois, quand j'étais sales manager et que les personnes de mon équipe m'invitaient, je demandais à être invité en réalité pour certains calls de négo. Donc le commercial de mon équipe faisait faisait son truc. Il faisait un petit peu sa vente. On arrivait au pricing. Et quand je coachais la personne ou je briefais le account exec avant de faire le call ou d'aller en meeting client face à face, je disais tout le temps, quand tu vas présenter le prix, puisqu'on sait qu'on va pas donner forcément, on va pas donner le meilleur prix tout de suite. Donc, quand tu vas donner le premier prix, pose la question ouverte et demande-leur ce qu'ils en pensent et tais-toi, ne dis rien. Et souvent, les commerciaux un peu juniors, quand il y avait un silence qui durait 2 secondes, ils n'étaient pas à l'aise et tout de suite, ils se mettaient à parler, ce qui montrait un petit peu des fois qu'on était désespérés. Donc, le silence est crucial. Alors, il est important en fait, je sais qu'on dit toujours qu'il faut être logique et dans le monde professionnel dans lequel on évolue tous, plus ou moins, il y a ce préjugé qu'en fait, il faut juste être logique. Et en général, on n'accorde pas beaucoup de crédit à l'émotion en général. Donc, bien qu'il soit essentiel d'être logique, il faut quand même se rendre compte que les émotions jouent un rôle important dans la prise de décision.
Donc, fais attention au côté émotionnel de certaines conversations et sois capable de le reconnaître. Parfois, aborder des préoccupations un peu émotionnelles peuvent débloquer des négociations qui sont un peu enlisées. Ça peut être un stress, tout simplement par rapport à un risque qui est perçu. Donc, ça sert à rien de vouloir avancer dans la négo si tu n'arrives pas à regarder le non-verbal de ton interlocuteur et à réaliser que la personne est un petit peu stressée. Et moi, ça m'est arrivé dans certaines négociations, surtout quand je trouvais que j'avais un bon feeling avec la personne, étant une personne assez directe. Il m'est arrivé de regarder, de dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voulez bien m'en parler? Et puis là, la personne, au bout d'un moment, se lâche et une fois que tu as les infos, ben, tu peux trouver une solution. Donc voilà, juste pour récapituler, n'oublie pas, ancre ta conversation et sache que si tu balances un premier prix, c'est juste un point de référence. Donc ne donne pas ton meilleur prix dès le début. N'oublie pas d'utiliser le silence. C'est un outil puissant. Et surtout, n'oublie pas en fait que les émotions sont importantes, faut les prendre en compte. Alors, j'ai quelques autres points que j'aimerais que tu retiennes à propos de la négociation collaborative. Ta tâche est double en fait. Il faut que tu crées autant de valeur que possible pour toi, mais pour l'autre partie également, tout en revendiquant ta valeur. Et ça, c'est très souvent, chaque partie fait des compromis pour obtenir ce qu'elle valorise le plus en renonçant à d'autres facteurs moins critiques. Par exemple, dans une négociation fournisseur-fabricant, le fabricant pourrait obtenir le prix unitaire et le fournisseur pourrait obtenir des conditions de paiement. Mais parfois, les intérêts des deux parties ne sont pas en concurrence directe. Ainsi, la capacité de l'une des parties à gagner n'enlève rien à l'autre. Donc, dans une négociation intégrative, le prix n'est pas la seule chose à négocier. On peut négocier sur les dates de livraison, les conditions de paiement, etc. Et tout ça, en fait, ça va t'offrir plusieurs possibilités de créer de la valeur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Mark Gordon. Donc, en fait, il est un expert en négociation. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que les deux parties doivent croire qu'il est dans leur meilleur intérêt de trouver des moyens de bénéficier. En fait, de trouver des moyens pour que le partenaire de négociation trouve son compte. Cette créativité, elle n'est possible que si les deux parties comprennent que leur intérêt est celui de l'autre partie. Ah, tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Si on se met dans une logique où on réalise que ce n'est pas des concessions en fait que tu cherches à faire, et plutôt ce que tu cherches, ce sont des options créatives. Et quand tu penses comme ça, bah, tu vas toujours avoir des résultats positifs. Et si tu fais de la négo, si tu es un commercial, si tu es un manager, un directeur, tu vas être capable de dénouer des situations. Et tout ça, finalement, de manière directe ou indirecte, va faire que bah, tu vas faire gagner à ton entreprise plus d'argent, que tes relations avec tes collègues, tes employés seront de meilleure qualité, et finalement que ton ambiance au travail sera bien plus positive. Pour conclure, souviens-toi que la négociation est une compétence que tout le monde peut développer avec de la pratique. Ce n'est pas une question de tactique dure ou de manipulation. Il s'agit de construire des relations, de comprendre les motivations et de trouver un terrain d'entente. En maîtrisant la négociation, tu vas pas te contenter juste d'assurer ton succès, tu vas également aider les autres à atteindre leurs objectifs. L'une de mes devises favorites en matière de négociation, c'est de dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'être dur, mais il s'agit d'être intelligent.
Donc recherche toujours la clarté, l'empathie et l'équité et tu seras surpris ou surprise de tout ce que tu peux accomplir. C'est tout pour cet épisode sur la négo. Si tu l'as trouvé intéressant, si tu as trouvé des idées utiles, n'oublie pas de t'abonner et de partager cet épisode avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, si tu as des questions et des sujets que tu aimerais que j'aborde dans le futur, n'hésite pas. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux ou tu peux même laisser un commentaire. Je te remercie d'avoir écouté. Ça va aller. Et je te dis à très bientôt. Continue à grandir. Cultive ton esprit de croissance, ton growth mindset. Et rappelle-toi, tu as le pouvoir de créer le succès que tu désires. Et en fait, ça va juste aller. À très vite.